L'actualité africaine sur France 24, bienvenue dans le journal de l'Afrique. À la une ce soir, le dégel entre Paris et Bangui. La France et la République centrafricaine ont adopté une feuille de route pour relancer leurs relations. Les chefs d'État des deux pays se sont entretenus à l'Élysée ce mercredi. On écoutera Faustin Archange Touadéra dans un instant. La visite de Giorgia Meloni en Tunisie, une visite axée sur les problèmes migratoires. La présidente du Conseil italien a plaidé pour une nouvelle approche à l'égard de l'Afrique. Les détails à suivre. Et puis à la fin de ce journal, nous irons en République démocratique du Congo à la rencontre des musiciens de l'orchestre philharmonique Kibanguiste. C'est l'orchestre le plus connu d'Afrique centrale, composé de plus de 200 instrumentalistes et choristes. Notre correspondante a assisté à une de leurs répétitions. Reportage à suivre. Est-ce la fin de la brouille entre Paris et Bangui? La visite du président centrafricain en France ce mercredi semble en tout cas aller en ce sens. Faustin Archange Touadéra s'est entretenu avec Emmanuel Macron à l'Élysée pour relancer un partenariat entre les deux pays. Il s'agit de la deuxième rencontre entre les deux chefs d'État en un peu plus de 6 mois. Des échanges qui visent à renforcer les liens entre les deux pays sur fond d'influence russe en Centrafrique. Écoutez le président centrafricain au micro de Cyril Payen et Marie Schuster. Je crois que le monde n'est pas statique, le monde évolue, il y a des enjeux nouveaux et puis aussi la redéfinition de certains nombres de politiques nouvelles. Et vu le contexte, il est bien que les pays se retrouvent pour repenser leur coopération et voir dans quelle mesure continuer à travailler. Aucun pays ne peut vivre seulement en autarcie et sur lui-même. Quel message peut-on comprendre dans votre voyage ici à l'Élysée? Je pense notamment à vos nouveaux partenaires, à Moscou par exemple. Quel est le message que vous voulez faire passer? La République centrafricaine n'exclut personne, c'est le message que nous avons toujours dit. Nous sommes ouverts à discuter avec tous les amis qui veulent nous apporter leur soutien dans les défis que nous rencontrons et aussi en respectant la souveraineté de notre pays. Je crois que c'est tout à fait normal. Giorgia Meloni, en Tunisie, la première ministre italienne a plaidé mercredi pour une nouvelle approche à l'égard de l'Afrique, notamment sur le dossier migratoire. La Tunisie est devenue l'un des principaux points de départ de migrants clandestins vers l'Europe. On écoute la première ministre. La Tunisie ne peut pas devenir le pays où arrivent les migrants provenant du reste de l'Europe. Sur ce point, il faut certainement renforcer la coopération. Nous voulons impliquer les organisations internationales et travailler sur les rapatriements. Mais nous voulons aussi travailler sur les flux de migration réguliers. Et cette visite est à l'origine d'une manifestation d'une dizaine de personnes devant l'ambassade d'Italie ce mercredi. Romdan Benamor, chargé de communication de l'ONG, le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, fait le point sur la situation des migrants subsahariennes en Tunisie et sur les disparitions en mer. Écoutez-le au micro de nos correspondants Lilia Blaise et Hamdit Lili. Donc on a vu le nombre de migrants morts et disparus sur le côte tunisienne. L'année dernière, on a plus que 1300. Cette année, on a presque 200 morts et disparus sur le côte tunisienne. On a vu aussi la situation humanitaire dégradée des migrants dans les champs d'olives, à Sfax ou bien à Zarzis ou bien dans la capitale Tunis. Donc c'est un dégât humanitaire. Donc on encourage que les autorités, tout d'abord tunisiennes, adoptent une réponse humanitaire face à cette crise-là et que l'Union européenne et l'Italie assument leurs responsabilités. En bref, une mission de la CEDEAO est à Lomé, la capitale togolaise, pour y rencontrer tous les acteurs politiques à quelques jours du double scrutin législatif et régional. Absence remarquée du grand parti d'opposition, l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement. Jeudi, la délégation de la CEDEAO doit rencontrer plusieurs acteurs politiques et sociaux, dont le parti présidentiel ou encore les chefs religieux.
La première visite de Bassirou Diomaye Faye à l'étranger. Le président sénégalais a choisi son voisin mauritanien. Il doit s'y rendre ce jeudi à Nouakchott pour y rencontrer son homologue Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui assure également la présidence tournante de l'Union africaine. Quels sont les enjeux de cette visite? Élément de réponse avec notre correspondante à Dakar, Sarah Sakou. Sur la table de travail des deux présidents, plusieurs dossiers qui intéressent les deux pays. D'abord, le grand projet commun, l'exploitation du gaz situé à la frontière maritime entre les deux États. L'exploitation a pris du retard, elle est désormais prévue pour la fin de l'année. Et on s'en souvient, Bassirou Diomaye Faye, dans son programme de campagne, s'était engagé à renégocier notamment les contrats concernant les hydrocarbures avec les grandes compagnies internationales. Alors va-t-il en discuter avec son homologue mauritanien? Les deux chefs d'État devraient en tout cas parler des coûts du retard de l'exploitation, puisque le Sénégal et la Mauritanie ont demandé un audit à ce sujet il y a plusieurs mois. Autre dossier sur lequel est particulièrement attendu le président Diomaye Faye, celui des licences de pêche. La Mauritanie en a octroyé récemment 500 à des pêcheurs sénégalais. Il faut rappeler que les pêcheurs sénégalais s'aventurent souvent en eau mauritanienne puisqu'elles sont beaucoup plus poissonneuses et que cela crée de fréquentes tensions avec les gardes-côtes de ce pays. Enfin, le volet sécuritaire devrait également être à l'ordre du jour, avec bien sûr la présence djihadiste dans le Sahel et la menace qu'elle constitue aux portes des deux pays. Cette énième démission, l'émissaire des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, a jeté l'éponge ce mardi. Il estime que l'ONU ne peut agir avec succès pour soutenir le processus politique face à des dirigeants qui placent, je cite, leurs intérêts personnels au-dessus des besoins du pays. Abdoulaye Bathily est le 9e émissaire de l'ONU pour la Libye depuis 2011. Plus d'1 an de guerre au Soudan et les combats continuent, notamment dans la région du Darfour, où au moins 15 000 civils ont été tués. Les paramilitaires des forces de soutien rapide contrôlent une grande partie du territoire. Leur ambition semble désormais se porter sur la capitale du Nord Darfour. Les explications de Bastien Renouille, notre correspondant régional. Lundi, le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, annonçait qu'il y avait de grands risques que les forces de soutien rapide s'en prennent dans les prochains jours à El Fachir, seule grande ville du Darfour à ne pas être tombée sous la coupe des RSF et capitale du Darfour du Nord. Eh bien, semble-t-il qu'il avait raison puisque mardi, les RSF ont attaqué le nord d'El Fachir, notamment un camp de déplacés où vivent des dizaines de milliers de personnes qui ont fui la guerre civile du Darfour qui a éclaté en 2003. Il y a eu au moins 9 morts chez les civils, plus d'une quarantaine de blessés qui ont dû être emmenés vers les hôpitaux situés au sud de la ville et de très nombreuses violations des droits de l'homme selon des activistes toujours présents sur place à El Fachir. Alors cette fois-ci, eh bien, l'armée a essayé de repousser les forces de soutien rapide. Cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de combat directement en ville à El Fachir. La ville avait été relativement épargnée par la guerre jusqu'à présent. Cette fois-ci, cela semble bien parti pour commencer. La bataille d'El Fachir semble s'engager. Au cours des derniers jours, les forces de soutien rapide s'en sont pris à la ville de Mélit, située au nord d'El Fachir, une 60aine de kilomètres, sur une route essentielle entre la capitale du Darfour du Nord et la Libye, dont proviennent de très nombreux biens d'importation qui sont consommés au Darfour. Et puis dans les jours précédents, les RSF s'en sont pris à une quinzaine de villages situés à l'ouest d'El Fachir, entraînant une vague de déplacements en direction de la capitale du Darfour du Nord. Mais voilà, maintenant les civils n'ont plus d'autre endroit où aller. Ils sont pris au piège alors que la bataille semble s'enclencher. Une bataille qui s'annonce sanglante, puisque sur place, l'armée est aidée par plusieurs groupes rebelles qui apportent notamment leurs hommes, mais aussi du matériel pour essayer de lutter contre les forces de soutien rapide. Et une fois de plus, eh bien, cela risque d'impacter principalement les civils, qui sont les principales victimes de la guerre au Darfour et au Soudan. Et ce conflit au Soudan a fait des ravages dans les établissements de santé du pays et a causé des dommages importants. De nombreux hôpitaux et centres de soins ont dû cesser leur activité alors qu'avec la guerre, les besoins sont énormes. Clarisse Fortuné. Bachir Saleh et sa famille attendent de recevoir des soins médicaux dans la rue. Ils sont venus de loin, 1000 km pour faire le voyage de la capitale Khartoum à Port-Soudan. Le conflit nous a obligés à quitter notre ville natale et à nous déplacer.
Nous sommes arrivés ici à Port-Soudan il y a une vingtaine de jours pour faire soigner mon fils. Il a besoin de transfusion sanguine et d'un traitement tous les 6 mois. N'ayant pas les moyens de se loger en ville, ils ont été contraints à vivre dans la rue. Et le fils de Bachir n'a toujours pas été admis à l'hôpital à cause du manque de lits. Un exemple du système de santé soudanais au bord de l'effondrement après une année de conflit. Environ 80% des établissements médicaux du pays ont cessé leurs activités. Nous sommes confrontés à une forte augmentation de la demande de services médicaux et à un énorme défi en termes de réserve de médicaments et de capacités techniques. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 70 à 80% des établissements de santé soudanais ne sont pas en service. Et quelques 15 millions de personnes ont besoin d'une aide médicale d'urgence. Même pour ceux qui ont pu bénéficier d'une consultation médicale, il faut faire face au manque de médicaments. Les réserves actuelles ne couvrent qu'environ 25% des besoins du pays. De l'opéra interprété en kikongo, une des langues nationales de la République démocratique du Congo. Notre correspondante à Kinshasa a pu assister aux répétitions de l'orchestre symphonique kibanguiste, le premier orchestre d'Afrique centrale fondé il y a tout juste 30 ans. Ces 200 musiciens jonglent avec les classiques européens, Mozart et Beethoven, et ceux du continent. Ils se préparent à un grand concert le 20 avril, un événement pour mettre à l'honneur les compositeurs congolais. Reportage d'Aurélie Bazara Kibangula. Entre les motos et les klaxons du quartier Ngiri-Ngiri, des notes de musique résonnent. Johnny répète ses gammes avec son basson, un instrument qu'il a apprivoisé seul il y a plus de 30 ans. Il n'y avait pas de professeur, ni de livres sur ça. Et d'ailleurs, un instrument inconnu au pays, parce que la musique congolaise n'a rien à voir avec le basson ou la clarinette, tout ce que vous voulez. Et quand j'ai touché à ça, j'étais curieux de savoir comment ça sonnait. Un amour de la musique qui le pousse à rejoindre l'orchestre symphonique kibanguiste. C'est l'orchestre le plus connu d'Afrique centrale, le premier créé en 1994 par Armand Diangenda, le maestro. Plus de 200 instrumentistes et choristes le composent aujourd'hui. Ce jour-là, au conservatoire, c'est répétition générale avant le prochain concert. On ne doit pas continuer la note. Là, j'avais demandé qu'on puisse mettre une césure là. Trouver la note juste, la bonne mélodie, rien n'échappe à l'oreille experte de celui que les musiciens surnomment Papa Armand. Ce sont des cantiques de l'église qu'on a adaptés pour l'orchestre. 90%, que ce soit notre propre répertoire. On s'est dit qu'on doit également promouvoir notre propre culture. Ces compositions congolaises laissent une large place à la douceur et à la virtuosité, comme Mona, une œuvre chantée en kikongo, l'une des langues nationales du pays. Avec ce répertoire congolais, l'orchestre veut prouver une fois de plus que la musique classique est universelle. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition, Khalid Oussi, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.